La grande salle de réunion de la station du Conseil galactique se tut lorsque l'ambassadeur Frank Miller se leva de son siège. Son visage exprimait la fatigue de celui qui avait trop travaillé pendant trop longtemps. Pendant 3 ans, il avait dirigé l'équipe terrestre dans les négociations de paix avec l'espèce extraterrestre du Conseil galactique. Pendant 3 ans, il avait été patient. Aujourd'hui, sa patience était à bout. Les humains ont agi de bonne foi depuis le jour où nous avons rejoint ces pourparlers. 3 ans, il avait été patient. Aujourd'hui, sa patience était à bout. Les humains ont agi de bonne foi depuis le jour où nous avons rejoint ces pourparlers, dit Frank d'une voix ferme mais posée. Nous avons fait des compromis sur les routes commerciales. Nous avons partagé nos connaissances médicales. Nous avons même limité la croissance de notre colonie en signe de confiance. Les délégués extraterrestres s'agitèrent sur leurs sièges. Certains avaient la peau qui brillait de couleurs étranges. D'autres avaient des membres supplémentaires ou des yeux qui clignaient de côté. Mais tous observaient maintenant l'humain avec surprise. Et qu'a offert le conseil en retour? Poursuivit Frank en posant les mains sur la table. Plus d'exigences, plus de limites à l'activité humaine. Et maintenant, cette dernière proposition. Que la Terre renonce à son droit de se défendre et d'explorer librement l'espace. Ce n'est pas un accord de paix. C'est un document de reddition. Le grand chancelier Tivard d'Exoraxien, un grand être à la peau écailleuse de pourpre, fit un geste dédaigneux de ses mains. Le Conseil a jugé ces conditions équitables, ambassadeur Miller. Les espèces plus jeunes doivent accepter les conseils de ceux qui ont voyagé dans les étoiles pendant des milliers d'années terrestres. Caroline Taylor, l'adjointe de Frank, toucha un petit appareil à son poignet, envoyant un message privé à leur vaisseau en orbite. Son visage resta calme, mais son regard trahissait l'inquiétude. « Alors le Conseil a tort, » répondit Frank. « La Terre se retire immédiatement de ces discussions. Nous retournerons dans notre espace et déterminerons notre propre voie. » Des murmures et des clics emplirent la salle tandis que les traducteurs s'efforcèrent de traduire ces propos pour les 27 espèces présentes. Certains délégués rirent, pensant qu'il s'agissait d'une ruse de négociation humaine. « On ne peut pas simplement s'en aller, » dit Mernfell, le directeur de la sécurité du Conseil, un Veldari aux 6 yeux plissés en même temps. « Le Conseil ne le permet pas. » Frank sourit légèrement. « Nous ne demandons pas la permission. » En orbite au-dessus de la station du Conseil, l'amiral Janet Powell reçut le message de Caroline sur la passerelle de son vaisseau. « Protocole d'extraction de diplomates activé », annonça-t-elle à son équipage. Tous les vaisseaux se préparèrent à un départ immédiat. Les 12 vaisseaux terriens, de taille modeste comparés aux gigantesques vaisseaux du Conseil à proximité, commencèrent à alimenter leurs moteurs. Le contrôle du trafic du Conseil envoya des messages urgents exigeant l'arrêt. Mais les vaisseaux humains ne répondirent pas. De retour dans la salle de réunion, Frank rassembla ses papiers tandis que Caroline se tenait près de la porte, observant attentivement les gardes extraterrestres. D'autres membres du personnel humain rangeaient discrètement leur matériel. « C'est une erreur, » dit le grand chancelier Xivar, se dressant du haut de ses 3 mètres. Les humains sont émotifs, comme toujours. Vous reviendrez dans 1 semaine, suppliant de reprendre les discussions. Frank regarda le chef extraterrestre droit dans les yeux. Depuis 3 ans, nous essayons de vous faire comprendre quelque chose d'important. Les humains ne réagissent pas bien aux menaces ou aux exigences. Nous recherchons des amis, pas des maîtres. Vous avez eu votre chance de vivre une véritable paix. Alors que la délégation humaine se dirigeait vers la porte, le directeur de la sécurité Merntal s'avança. « Peut-être devrions-nous retarder votre départ jusqu'à ce que le Conseil puisse pleinement débattre de cette situation. » Le capitaine de corvette Greg Hoffman, chef de l'équipe de protection des diplomates, approcha nonchalamment sa main de son arme de poing. 6 autres agents de sécurité humaine formèrent un cercle informel autour de Frank et de Caroline. « Ce serait imprudent, » dit Greg doucement. Un moment de tension passa avant que le directeur de la sécurité ne s'écarte. Tandis qu'il traversait les majestueux couloirs de la station, des extraterrestres de toutes sortes les regardaient sans passer. Certains semblaient inquiets,
d'autres amusés. Aucun ne comprenait vraiment ce qui venait de se passer. « Ils pensent qu'on bluffe », murmura Caroline à Frank. Frank hocha légèrement la tête. 3 ans de discussion et ils ne comprennent toujours rien à l'humanité. Alors que la délégation terrienne atteignait leur navette, la voix de l'amiral Powell retentit sur leur canal sécurisé. « Attention, les vaisseaux du Conseil se dirigent vers des positions de blocage. Il faudra peut-être montrer les dents pour sortir d'ici. » Frank jeta un coup d'œil à la station du Grand Conseil, avec ses tours étincelantes et ses fières bannières de 1000 mondes. « Erreur, » dit-il doucement. La navette humaine traversa rapidement la zone d'amarrage animée de la station du Conseil. Le capitaine de corvette Greg Hoffman observa attentivement les gardes extraterrestres. Il remarqua que leurs mains reposaient près de leurs armes. La tension dans l'air était telle qu'elle était glaciale. « Continuez à avancer », dit doucement Greg à son équipe de sécurité. « Pas de mouvement brusque, mais ne ralentissez pas non plus. » L'ambassadeur Frank Miller et Caroline Taylor marchaient au centre du groupe humain. Le visage de Frank restait calme, mais Caroline continuait de consulter son appareil de communication. Elle fronça les sourcils en voyant ce qu'elle vit. L'amiral Powell signale que les navires du Conseil prennent position pour bloquer l'accès, murmura-t-elle à Frank. Ils essaient de nous encercler. Frank hocha légèrement la tête. C'était prévisible. Ils pensent encore que nous changerons d'avis. Alors qu'ils approchèrent de leur navette, un groupe d'agents de sécurité Velder se dressa sur leur chemin. L'agent principal leva les 4 bras en signe de blocage. « Le directeur de la sécurité Murnfold vous demande de vous présenter pour un entretien de sortie. Ambassadeur, » dit l'agent. « Procédure standard pour les départs diplomatiques. » Greg s'avança. Rien n'en était question dans les protocoles. « Notre navette nous attend. » Les 6 yeux de l'officier de Velvari clignèrent successivement. « Nouvelle procédure », insista le directeur. Sur le pont de l'US Determination, le lieutenant Olivia Reeves observait les écrans de ses capteurs avec une inquiétude croissante. La flotte de défense du Conseil se déplaçait selon des schémas inhabituels. Pas vraiment des formations de combat, mais certainement pas des schémas de circulation habituels non plus. « Capitaine !» cria-t-elle. « Les vaisseaux du Conseil établissent un filet tridimensionnel autour de notre position. Ils essaient d'être discrets, mais ils s'apprêtent à nous piéger. » La capitaine Deborah Scott se dirigea vers le poste d'Olivia et étudia l'écran. « Bien vu, lieutenant. Alertez l'amiral Powell et préparez des vecteurs de sortie alternatifs. » Les doigtas d'Olivia parcouraient rapidement sa console. Elle s'était entraînée pour ce genre de situation, mais ne s'attendait pas à utiliser ses compétences contre de prétendus alliés. Les vaisseaux du Conseil étaient puissants, mais leur déplacement était prévisible. Elle repéra 3 voies de fuite potentielles et commença à calculer les pointes de saut. De retour à la zone d'amarrage, Greg prit une décision. « Ambassadeur, nous devons agir immédiatement. » Sans attendre la réaction des officiers de Veldari, l'équipe de sécurité humaine changea soudain de formation. 3 officiers s'avancèrent, créant une brèche dans la ligne extraterrestre. Greg guida Frank et Caroline à travers cette ouverture, tandis que le reste de l'équipe suivait de près. Ceci constitue une violation des procédures du Conseil. L'officier de Veldari les appela, mais ne fit aucun geste pour les arrêter physiquement. « Portez plainte !» cria Greg tandis qu'ils se précipitaient vers leur navette. Une fois à l'intérieur, le pilote ne perdit pas de temps. Les moteurs de la navette se déclenchèrent et elle se détacha de la station avant que les pinces d'amarrage ne soient complètement relâchées, provoquant un crissement métallique qui résonna dans la baie. Désolé pour le départ brutal, le bruit du métal qui résonnait dans la baie. Désolé pour le départ brutal, dit le pilote, mais nous avons ordre de vous ramener immédiatement à la flotte. Frank regarda par la fenêtre le poste du Conseil qui rétrécissait derrière eux. Après 3 ans de discussion, je suppose que nous disons enfin quelque chose qu'ils peuvent entendre. Au centre de commandement des déterminations, l'amiral Janet Powell reçut les itinéraires d'évacuation du lieutenant Reeves.
Elle les étudia attentivement avant de prendre sa décision. « Signalez la flotte », ordonna-t-elle. « Nous empruntons le vecteur de sortie numéro 3. Plein gaz au moteur une fois la navette à bord. » Son officier de communication semblait nerveux. « Amiral, le contrôle du trafic du Conseil exige que nous maintenions notre position. Il menace de neutraliser nos vaisseaux si nous tentons de partir. » L'expression de Janet resta calme, mais sa voix se durcit. Informer le contrôle du Conseil que toute tentative de tir sur des vaisseaux terriens sera considérée comme un acte de guerre. Puis polariser les blindages de coque et charger les systèmes d'armes. Sur Terre, le secrétaire à la Défense Alan Martinez était assis dans un bureau faiblement éclairé, observant une transmission sécurisée. La présidente Natalie Wright se tenait à ses côtés, le visage tendu. « Ils essaient d'empêcher nos hommes de partir », dit Alan doucement. Nathalie hocha la tête. « Passons maintenant à la phase suivante. Envoyez l'ordre. » Alan pressa la paume de sa main contre un scanner. « Envoi du code d'autorisation. » Toutes les installations militaires humaines passent en état de défense 3. Dans l'espace humain, bases et avant-postes reçoivent l'alerte. Les vaisseaux changèrent de cap. Des installations secrètes furent mises sous tension. Tout cela se déroula silencieusement, sans annonce publique ni panique visible. Dans une chambre privée de la station du Conseil, le grand chancelier Sivard observa la navette humaine foncer vers leur flotte. « Laissez-les partir », dit-il à ses conseillers d'un geste dédaigneux. « Ils reviendront en rampant lorsqu'ils réaliseront à quel point ils sont isolés sans la protection du Conseil. » Et Ed se pencha en avant. « Devrions-nous partager notre évaluation militaire des capacités humaines avec l'ensemble du Conseil ?» Sivard rit. « À quoi bon? Ils ont des siècles de retard technologique. Leurs vaisseaux sont petits, leurs armes primitives. Que pourraient-ils bien faire ?» La flotte humaine s'éloigna en formation serrée de la station du Conseil. L'amiral Powell se tenait sur la passerelle de son vaisseau amiral, observant l'écran tactique tandis que les navires du Conseil les suivaient à la distance. « Ils nous filent », dit son premier officier. « Laissez-les, répondit Janet. « Maintenez simplement le cap sur le point de saut. » Les vaisseaux humains avaient presque atteint la limite du système du Conseil lorsque 3 grands croiseurs xéraxiens apparurent soudain sur leur route. Les vaisseaux massifs, en forme de pointe de flèche et dotés de moteurs violets luminescents, bloquaient la route que les humains devaient emprunter. « Transmission entrante », annonça l'officier des communications. Le commandant xéraxien apparut à l'écran. Son visage écaillé ne trahissait aucune émotion. « Vaisseau terrien, cette zone est temporairement interdite en raison d'exercices de routine. Veuillez ajuster votre cap et attendre l'autorisation. » Janet s'avança. « Commandement xéraxien, nous avons déposé notre plan de départ conformément à tous les protocoles. Aucun exercice n'était prévu dans ce secteur. La situation a changé. » Le xéraxien répondit « Reste en position ou déroute-toi vers une autre route. » Janet regarda son officier de navigation. Combien de temps faudrait-il pour calculer un nouvel itinéraire de saut? Au moins 40 minutes, amiral. Et tout itinéraire alternatif nous mènerait dangereusement près des zones de patrouille de Veldari. Janet comprit immédiatement. C'était un piège, destiné à les forcer à retourner au Conseil ou à les engager dans une nouvelle confrontation. Maintenez le cap. Ils bougeront. Les vaisseaux humains continuèrent d'avancer à vitesse constante. Les croiseurs zoraxiens restèrent en position, créant un dangereux jeu de dupes spatiales. Sur le vaisseau de transport US Horizon, le capitaine Ben Ramirez observait l'affrontement imminent avec une inquiétude croissante. Son vaisseau transportait la majeure partie du personnel diplomatique et était moins protégé que les escortes militaires. Le personnel diplomatique était moins protégé que les escortes militaires. Tout le monde se prépare à d'éventuelles manœuvres d'évitement, ordonna-t-il, et activez tous les appareils d'enregistrement. Je veux que tout soit enregistré. La flotte humaine tenta de se faufiler entre 2 croiseurs xéraxiens, là où l'écart était le plus grand. Pendant un instant, il sembla que la crise allait se dérouler sans incident.
Puis un rayon d'énergie brillant jaillit du vaisseau zoraxien le plus proche. Il frappa le bord de l'horizon, transperçant sa coque extérieure. Des alarmes retentirent dans tout le navire, tandis que les systèmes d'urgence s'activaient. Le pont 3 fut touché directement. L'officier de contrôle des avaries hurla. « Nous avons une brèche dans la coque et des incendies. » Le capitaine Ramirez serra fermement les accoudoirs de son fauteuil. Son premier réflexe fut de riposter. Son officier d'armement avait déjà préparé des solutions de ciblage, mais Ramirez se souvint de ses ordres. « Ne ripostez pas !» ordonna-t-il d'une voix ferme malgré le chaos. « Envoyez des équipes de contrôle des dégâts sur le pont 3 et colmatez la brèche. Des équipes médicales pour soigner les blessés. Et assurez-vous que tous les capteurs ont enregistré cette attaque non provoquée. »« Monsieur, » protesta son officier d'armement, « ils viennent de tirer sur nous sans sommation. »« Et nous allons leur montrer qui nous sommes, » répondit Ramirez. « Continuez votre route. » La voix de l'amiral Powell résonna sur le canal de commandement. « Horizon, rapport d'état. Avarie en cours, amiral. 5 membres d'équipage blessés, dont un grièvement blessé. Mais nous maintenons le cap. Ils ont tiré les premiers. Nous avons tout enregistré. »« Compris, » répondit Powell. Sa voix était froide. « À tous les navires, maintenez la formation à l'horizon. Position défensive uniquement. » Le commandant zoraxien réapparut à l'écran. « Nous regrettons ce malheureux tir. L'un de nos artilleurs a rencontré un dysfonctionnement. Veuillez accepter nos excuses pour cet accident. » L'expression de Powell resta inchangée. « Nous disposons d'enregistrements détaillés de vos systèmes de ciblage se verrouillant sur notre transport avant de tirer. » Ce n'était pas un accident. Dans une salle de communication sécurisée à bord de l'US Determination, le lieutenant Kevin Martinez travaillait frénétiquement à sa console. Sa spécialité était le renseignement d'origine électromagnétique, et il surveillait les communications du Conseil depuis le début des pourparlers de paix. Coupé par le renseignement d'origine électromagnétique, il surveillait les communications du Conseil depuis le début des pourparlers de paix, murmura-t-il tandis que son système décodait une transmission cryptée. Il envoya immédiatement les données au terminal sécurisé de l'amiral Powell. Le message était clair. Ordre du haut commandement xéraxien de provoquer un incident qui forcerait les humains à retourner au Conseil. L'attaque avait été délibérée, planifiée au plus haut niveau. Powell examina les preuves d'un air sombre. Envoyez immédiatement tous les enregistrements et cette transmission interceptée à la Terre. Préparez ensuite la flotte pour un saut d'urgence dès que nous aurons dégagé ces vaisseaux. Sur fond d'étoiles, l'horizon endommagé continuait d'avancer, laissant échapper de l'air et des débris, mais sans ralentir. La flotte humaine dépassa les croiseurs ixoraxiens qui finirent par s'écarter plutôt que de risquer une collision directe. Arrivés enfin au point de saut, Powell envoya un dernier message à la station du Conseil. « Nous sommes venus chercher la paix. Souvenez-vous de ce qui s'est passé ici aujourd'hui. C'était votre choix, pas le nôtre. » Puis les vaisseaux humains disparurent dans l'espace de saut, abandonnant les forces du Conseil. 3 semaines se s'écoulèrent après l'attaque qui se profilait à l'horizon. Le Conseil galactique attendait que les humains envoient des messages demandant la reprise des négociations de paix. Aucun message ne parvint. Le haut chancelier Sivard convoqua une réunion d'urgence du Conseil. Des représentants de 27 espèces extraterrestres se réunirent dans la grande salle, leurs voix mêlant clics, sifflements et traductions. Les humains ont eu le temps de se rendre compte de leur erreur, annonça Sivard. Pourtant, ils restèrent silencieux. C'est inattendu. Un représentant de Velvery leva 2 de ses 6 bras. Peut-être que nos systèmes de communication ne reçoivent pas leurs signaux. Nous avons vérifié tous les canaux, répondit le directeur des communications. Il n'y a rien. Pas de message diplomatique, pas de demande commerciale. Rien. Ce que le Conseil ignorait, c'est que la Terre avait été très occupée ces 3 semaines. Dans une installation cachée, au plus profond des Rocheuses, sur Terre, le docteur Samantha Young se tenait devant une salle remplie d'ingénieurs et de scientifiques.
De grands écrans diffusaient des schémas et des chiffres complexes. Le pare-feu protocolaire est désormais actif, annonça-t-elle. Toute la technologie que nous avions cachée pendant les négociations peut désormais être pleinement exploitée. Un ingénieur leva la main. Le Conseil a des espions dans nos secteurs industriels. Ne le remarqueront-ils pas? Samantha sourit. C'est pourquoi nous délocalisons toute la production critique hors de la planète. Samantha sourit. C'est pourquoi nous déplaçons toute la production critique hors de la planète. Les bases lunaires sont en cours d'agrandissement et les installations martiennes fonctionnent désormais à pleine capacité. Dans l'espace habité, des changements se sont produits rapidement mais discrètement. Les réseaux de communication ont été reconfigurés pour utiliser de nouvelles fréquences que la technologie du Conseil ne pouvait détecter. Les vaisseaux commerciaux ont modifié leurs itinéraires pour éviter l'espace du Conseil. Des vaisseaux militaires se sont déplacés vers de nouvelles positions près des frontières. Plus grave encore, les colonies humaines ont été plongées dans le noir complet. Aucun signal n'est entré ni sorti par les moyens habituels. Pour le conseil de surveillance, il semblait que les humains avaient tout simplement disparu. En orbite autour de Jupiter, d'immenses vaisseaux-usines, dissimulés pendant les négociations de paix, s'avançaient désormais dans l'espace. Ils commencèrent à construire quelque chose d'important, les éléments d'un projet planifié depuis des années. Sur Terre, la vie normale continua. Le public fut seulement informé que les négociations avec les races extraterrestres étaient réévaluées. À huis clos, les négociations avec les races extraterrestres étaient réévaluées. À huis clos, les dirigeants militaires et civils se préparaient à la suite. La présidente Natalie Wright s'est exprimée lors d'une réunion privée du Conseil de défense de la Terre. Le Conseil estime que nous avons plus besoin d'eux qu'ils n'ont besoin de nous. Ils nous trouvent faibles parce que nous avons cherché la paix. Nous allons maintenant leur montrer à quel point ils ont tort. Le secrétaire à la Défense, Alan Martinez, a montré des images de l'attaque qui se profilait à l'horizon. Nous avons toutes les preuves qu'il s'agissait d'une attaque planifiée. Nous avons également la preuve que le Conseil recueille des informations sur nos défenses en vue d'une éventuelle action future contre nous. Quelle sera notre réponse exacte? A demandé un général. Une action militaire totale. Non, a répondu le président. Nous ferons quelque chose d'inattendu. Nous disparaîtrons simplement un moment. Qu'ils se posent des questions. Qu'ils s'inquiètent. Après 2 mois de silence humain, le Conseil commença enfin à s'inquiéter. Il envoya un vaisseau diplomatique aux confins de l'espace humain, porteur de messages de clarification et de reprise du dialogue. Le vaisseau ne revint jamais. Un second vaisseau fut envoyé. Il revint avec seulement un message enregistré diffusé sur toutes les fréquences. L'espace humain est fermé à tous les vaisseaux du Conseil jusqu'à nouvel ordre. Tout vaisseau traversant nos frontières sera considéré comme hostile. Le directeur de la sécurité Merntal était furieux. C'est une insulte. Nous devrions envoyer une flotte de combat pour leur montrer où ils sont. Mais d'autres membres du Conseil commençaient à s'inquiéter. Des rapports provenant de mondes frontaliers racontaient d'étranges histoires. Des vaisseaux humains avaient été repérés utilisant une technologie inexistante. Des moteurs ne laissant aucune trace d'énergie. Des armes dénuées de capacités humaines connues. Peut-être, suggéra Ziva, une conseillère d'Atrani plus âgée, devrions-nous reconsidérer notre approche envers les humains. Leur comportement est inhabituel. Le haut chancelier Sivar balaya cette inquiétude d'un revers de main. Ils se cachent. Par peur. Ils ne peuvent survivre sans nos réseaux commerciaux et notre protection. Ce n'est qu'une démonstration puérile d'émotion, typique des jeunes espèces. Dans son laboratoire, le Dr Sametha Young observait les derniers tests d'un nouveau système de propulsion, capable de déplacer des vaisseaux partiellement hors de l'espace, les rendant ainsi quasiment impossibles à détecter ou à attaquer. « Avertissez le président », dit-elle à son assistante. « La première phase est terminée. Nous sommes prêts à montrer au Conseil ce qu'il a manqué. » 4 mois après le retrait de l'humanité, la patience du Conseil galactique était à bout.
Le haut chancelier Xivar se tenait devant le conseil au complet, ses écailles violettes luisant sous les lumières de la salle. « Le silence humain a trop duré, déclara-t-il. Ils manquent de respect à ce conseil et mettent en péril la stabilité galactique. Je propose d'autoriser une mission de maintien de la paix dans l'espace habité. La plupart des membres du conseil ont voté pour. Seuls quelques-uns, comme la conseillère Ziva des Atrani, ont exprimé leurs inquiétudes. Nous savons très peu de choses sur ce que font les humains, a-t-elle averti. La prudence serait peut-être plus sage. Ces paroles furent ignorées. 2 jours plus tard, une flotte xéraxienne de 30 vaisseaux de guerre, dirigée par le maître de guerre Dzurkav, partait pour le territoire humain. Dzurkav partait pour le territoire humain. Dzurkav était un vétéran de nombreux conflits, son corps portant les cicatrices des batailles à travers la galaxie. Ces humains apprendront le respect, disait-il à ses officiers pendant leur voyage. Nos renseignements suggèrent que leurs colonies sont faiblement défendues. Nous les sécuriserons rapidement, puis nous dirigerons vers leur système d'origine. Lorsque la flotte zoraxienne atteignit la première colonie humaine sur une planète appelée New Eden, elle s'attendait à une résistance. Au lieu de cela, elle trouva des bâtiments vides. La colonie entière, près de 20 000 personnes, avait disparu, emportant avec elle tout son équipement essentiel. Zerkav, perplexe, continua sa route vers la colonie suivante. Elle aussi fut abandonnée. Et la suivante. Et la suivante encore. « Où sont-ils passés » demanda son second. « Comment ont-ils pu évacuer autant de monde si rapidement » Zerkav n'avait aucune réponse. Il ordonna à la flotte de poursuivre sa route vers la Terre, la planète natale des humains. Alors qu'ils approchaient de la frontière, ils continuèrent vers la Terre, la planète natale des humains. À l'approche des confins du système solaire, leurs capteurs ne détectèrent rien d'inhabituel au premier abord. Pas de flotte de défense, constata Dzerkev avec satisfaction. Peut-être ont-ils véritablement abandonné leur monde et s'engouffrent-ils dans l'espace inconnu. Puis, alors que les vaisseaux zoraxiens franchissaient l'orbite de Neptune, d'étranges relevés apparurent sur leur scanner. Dzerkev se pencha en avant dans son fauteuil de commandement. « Que sont ces objets » demanda-t-il. « Inconnu, maître de guerre » répondit son officier détecteur. Il semble s'agir de plateformes, des milliers, formant une sphère autour du système intérieur. Elles n'étaient pas là lors du passage de nos éclaireurs le mois dernier. Dzerkav ne s'en inquiéta pas. Scannez-les à la recherche d'armes. Aucune arme détectée, confirma l'officier. Ils semblent attendre. Avancez, ordonna Dzerkav. Ce ne sont probablement que des bouées de détection. Dzerkav ordonna. Ce ne sont probablement que des bouées de détection. Alors que les vaisseaux zoraxiens de tête approchaient des étranges plateformes, un événement inattendu se produisit. Les plateformes ne tirèrent pas. Ils ne bougèrent pas. Au lieu de cela, ils émirent une impulsion d'énergie différente de tout ce que les zoraxiens avaient vu auparavant. Les 3 vaisseaux de tête disparurent purement et simplement. « Que s'est-il passé » cria Dzerkav en se levant de sa chaise. « Où sont nos vaisseaux » L'officier détecteur travaillait frénétiquement à son poste. « Ils ont disparu, maître de guerre, plus de débris, plus de signatures énergétiques. Ils ont tout simplement disparu. » De retour au poste du conseil, le directeur scientifique Trelvik reçut les rapports urgents de la flotte zoraxienne. Ses 8 tentacules se déplaçaient rapidement sur son équipement, tandis qu'il analysait les données. « Impossible, » murmura-t-il. Puis, plus fort, « Appelez-moi immédiatement le grand chancelier. » À l'arrivée de Xivar, Trelvik lui montra les relevés. « Les humains ont développé la technologie des phases quantiques, » expliqua-t-il d'une voix tremblante. « Explique-moi, » exigea Xivar. « C'est une technologie théorique qui permet aux objets d'exister partiellement en dehors de l'espace-temps normal, » dit Trelvik. « Nous pensions qu'elle serait encore utilisable dans des siècles, mais ces relevés le confirment. » « Qu'est-ce que cela signifie »
demanda Xivar, soudain mal à l'aise. Cela signifie, répondit Trelvik, que l'humanité aurait pu partager cette technologie avec nous lors des négociations de paix. Au lieu de cela, elle l'utilise désormais comme une arme. Les vaisseaux zoraxiens n'ont pas été détruits. Ils ont été transférés dans une phase parallèle de la réalité. Ils pourraient encore être là, incapables de revenir. Dans l'obscurité de l'espace, la flotte xéraxienne restante battit en retraite précipitamment. Dirkav envoya un dernier message au Conseil. Les humains possèdent une technologie qui dépasse notre compréhension. N'envoyez plus de vaisseaux. Je répète, n'envoyez plus de vaisseaux. Je répète, n'envoyez plus de vaisseaux. Autour de la Terre, les plateformes de phase quantique poursuivaient leur surveillance silencieuse. Dans un centre de contrôle sous la surface lunaire, des officiers militaires surveillaient la flotte zoraxienne en retraite. « Devons-nous poursuivre » demanda un jeune lieutenant. L'amiral Powell, qui observait l'écran principal, secoua la tête. « Non, ils en ont assez vu pour l'instant. Qu'ils transmettent le message au Conseil. » « Et quel est ce message, amiral ?» Le visage de Powell resta sérieux tandis qu'elle répondait. Qu'il n'avait jamais compris de quoi nous étions capables. 6 mois s'étaient écoulés depuis que l'humanité avait quitté les négociations de paix. Le Conseil galactique était plongé dans le chaos suite à l'échec de la mission spatiale humaine. Les rapports sur la disparition des vaisseaux xéraxiens semaient la peur sur les mondes du Conseil. Des réunions d'urgence se tenaient quotidiennement, mais aucun plan clair n'émergeait. Un mardi matin, à l'heure du Conseil, tout a basculé. Dans 50 systèmes stellaires différents de l'espace du Conseil, des vaisseaux humains sont soudainement apparus. Ils semblaient surgir de nulle part, leurs coques élégantes reflétant la lumière des étoiles tandis qu'ils se mettaient en orbite autour de planètes clés. La commandante Elaine Cooper était assise dans le siège du capitaine de son vaisseau furtif, l'Aube silencieuse. Son vaisseau planait au-dessus de Veldari Prime, la planète natale de l'une des plus anciennes espèces du Conseil. Les Veldari comptaient parmi les voix les plus fortes, exigeant la soumission humaine. « Déployez les dispositifs », ordonna Hélène d'une voix calme. Son équipage travailla rapidement. Depuis le dessous de l'aube silencieuse, un petit appareil se détacha et descendit vers la planète. Des appareils similaires étaient déployés dans l'espace du Conseil au même moment. Sur Veldari Prime, la panique se répandit lorsque l'objet extraterrestre entra en orbite. Les systèmes de défense le ciblèrent, mais aucune arme ne tira. Quelque chose concernant l'appareil humain perturba leurs ordinateurs de ciblage. L'appareil s'activa. Soudain, sur tous les écrans, systèmes de communication et affichage public de la planète, un message simple apparut. « Nous avons tenté la paix. Souvenez-vous-en. » Puis les images commencèrent à défiler. L'attaque gratuite se profilait à l'horizon. Des réunions secrètes du Conseil prévoyaient de contenir et de contrôler l'humanité. Des documents montrant comment le Conseil se préparait à une éventuelle action militaire contre la Terre, alors même que les pourparlers de paix se poursuivaient. La même scène se répéta simultanément sur 50 mondes. Les vaisseaux humains restèrent en orbite, sans entreprendre aucune action hostile, s'assurant simplement que leur message soit entendu. Dans la salle du Conseil, les représentants, stupéfaits, observèrent leurs discussions privées retransmises à la vue de tous. Les écailles violettes du grand chancelier Xivar pâlirent et virèrent à un lavande maladif. « Comment ont-ils obtenu ces enregistrements » demanda-t-il. « Qui leur a donné accès à nos chambres sécurisées » Personne n'a répondu. Personne n'en avait besoin. Les preuves étaient évidentes. Des humains les avaient observés depuis le début, recueillant des informations, tandis que le Conseil les considérait comme naïfs et primitifs. La conseillère Ziva des Atrénies se leva. Son espèce était réputée pour sa sagesse et sa clairvoyance, des qualités ignorées lors des récentes décisions du Conseil. « Je demande une réévaluation immédiate de notre position envers l'humanité », annonça-t-elle.
Cette démonstration prouve qu'ils auraient pu nous frapper à tout moment. Au lieu de cela, ils ont choisi de révéler la vérité plutôt que de lancer des attaques. Nous devrions reconnaître notre erreur. De nombreux membres du Conseil acquiescèrent d'un signe de tête. La peur était un puissant moteur. Sur Terre, le directeur Nicholas Blackwell observait l'opération se dérouler depuis le centre de commandement des opérations stratégiques. Des dizaines d'écrans diffusaient en temps réel les images des vaisseaux furtifs. Tout se déroulait comme prévu. L'équipe du Major Fuller était en position pour la phase 2, rapporta un officier. Nicholas acquiesça. Dites-lui de continuer. Le Major Diane Fuller dirigeait un groupe spécialisé d'agents humains. Leur mission était simple, mais exigeait un timing parfait. Tandis que les mondes du Conseil se concentraient sur les transmissions dans leur ciel, les équipes de Diane ciblaient des installations militaires clés. Ils n'ont rien détruit. Ils n'ont blessé personne. Au contraire, ils ont démontré ce qu'ils auraient pu faire. Sur Kras, le monde militaire zoraxien, le réseau de défense principal s'est soudainement arrêté pendant exactement 10 minutes, puis s'est réactivé comme si de rien n'était. Sur les bases militaires Veldari, les systèmes d'armes ciblaient temporairement leurs propres bâtiments avant de se réinitialiser. Au chantier naval de Torin, les schémas de conception de leurs navires les plus avancés étaient diffusés sur les chaînes publiques pendant 30 secondes. « Rapport d'étape !» demanda Nicolas, tandis que ces démonstrations précises se poursuivaient. « Toutes les équipes signalent leur succès, monsieur », répondit son assistant. Aucune victime de part et d'autre. Tous les systèmes ont été temporairement activés, puis rétablis à leur fonctionnement normal. Nicolas s'autorisa un léger sourire. Le message. Bien reçu, les canaux militaires du Conseil sont en plein désarroi. Ils réalisent à quel point ils ont été vulnérables depuis le début. Dans son bureau privé, la conseillère Ziva examinait les rapports d'urgence provenant de tous les bureaux du Conseil. Contrairement à beaucoup de ceux qui paniquaient, elle comprenait ce que faisaient les humains. Ce n'était pas le prélude à une attaque. C'était une démonstration soigneusement orchestrée. Elle rédigea un message à envoyer directement à la Terre. « Vous avez clairement exprimé votre point de vue. Le Conseil avait tort. Je demande officiellement de nouvelles discussions. » Il ne s'agissait pas de négociations de paix, mais de discussions entre égaux. Alors que Ziva s'apprêtait à envoyer ce message, elle apprit que sa motion de réévaluation avait été adoptée à une écrasante majorité. Le Conseil commençait enfin à comprendre l'humanité. La nouvelle se répandit rapidement à travers la galaxie. Les manifestations humaines avaient été observées par des milliards d'êtres sur des dizaines de mondes. Les citoyens ordinaires des races du Conseil commencèrent à poser des questions dérangeantes à leurs dirigeants. Pourquoi leur avait-on dit que les humains étaient primitifs? Pourquoi le Conseil avait-il tenté de leur imposer des conditions injustes? Et surtout, si les humains étaient capables de tout cela, pourquoi avaient-ils fait preuve d'une telle retenue? Sur la planète natale des Xéraxiens, des manifestations populaires envahirent les rues. Les citoyens exigeant la vérité sur les vaisseaux et l'équipage disparut. Des scènes similaires se déroulèrent dans l'espace du Conseil, tandis que l'image soigneusement entretenue de supériorité du Conseil s'effondrait. Le grand chancelier Xivar peinait à garder le contrôle. Son autorité autrefois absolue était désormais ouvertement remise en question lors des réunions du Conseil. Plusieurs représentants avaient déjà réclamé sa destitution. « Nous devons réagir avec force », a-t-il insisté lors d'une séance d'urgence. « Les humains ont dévoilé leur jeu. Nous savons désormais à quoi nous attendre. » La conseillère Ziva secoua la tête. « Vous ne comprenez toujours pas. S'ils voulaient finir la guerre, nous serions déjà vaincus. Ils nous montrent la voie de la paix. La vraie paix. Pas la soumission. » Pendant que le Conseil discutait, l'humanité dévoilait la phase suivante de son plan. L'amiral Jason Clark se tenait sur le pont d'un nouveau type de vaisseau, jamais vu auparavant dans l'espace du Conseil. Le vaisseau, baptisé Avalon, était plus petit que les navires de guerre traditionnels, mais rayonnait d'une étrange énergie bleue.
Tous les systèmes sont prêts, amiral, annonça son premier officier. Jason acquiesça. Début de la démonstration du protocole Avalon. Le vaisseau activa son nouveau système de propulsion. Contrairement aux propulseurs de saut standard qui déplaçaient les vaisseaux dans l'hyperespace selon des itinéraires fixes, cette technologie ouvrit ce qui semblait être une déchirure dans la structure même de l'espace. L'Avalon s'est glissé dans cette ouverture, qui s'est refermée derrière lui. 3 minutes plus tard, le vaisseau est réapparu dans une autre partie de la galaxie, contournant toutes les voies de communication et tous les systèmes de défense connus. Au cours des 24 heures suivantes, l'Avalon a effectué des sauts similaires vers des emplacements stratégiques dans l'espace du Conseil, apparaissant brièvement avant de disparaître à nouveau. Les analystes militaires du Conseil ont observé ces démonstrations avec une horreur croissante. Le général Virzak, le stratège militaire en chef du Conseil, a préparé un rapport d'urgence. Les humains ont développé une technologie de couloir subspatial, a-t-il expliqué lors d'une réunion privée de chefs militaires. Cela leur permet de contourner toutes nos défenses, d'apparaître n'importe où sur notre territoire sans prévenir et de partir avant que nous puissions réagir. Pouvons-nous bloquer ces couloirs ? A demandé quelqu'un. Non, répondit simplement Verzak. Notre compréhension de la physique subspatiale est en retard de plusieurs siècles sur ce qu'ils ont démontré. S'ils décidaient d'attaquer, nous n'aurions aucune défense efficace. La conclusion militaire était unanime et sans précédent. Combattre les humains serait suicidaire. Pour la première fois de sa longue histoire, le Conseil galactique affrontait une espèce qu'il ne pouvait dominer par la force militaire. Alors que la confiance militaire du Conseil s'effondrait, l'humanité révéla une autre surprise. Laurie Hansen, ministre de l'économie de la Terre, s'adressa à un rassemblement de représentants commerciaux du Conseil. Depuis 3 ans, expliqua-t-elle, se tenant avec assurance devant la délégation extraterrestre, les mondes humains développent des systèmes de production indépendants. Nous n'avons plus besoin des réseaux commerciaux du Conseil pour survivre. Elle présenta des graphiques et des données montrant comment les colonies humaines étaient devenues autosuffisantes. Les nouvelles technologies permettaient de produire de la nourriture, des médicaments et des biens industriels sans dépendre des chaînes d'approvisionnement galactiques. L'influence économique que vous pensiez avoir sur nous n'existe plus, conclut Laurie. Nous sommes venus au Conseil en quête d'un partenariat équitable et non d'une dépendance. Cette révélation frappa certains membres du Conseil encore plus durement que les démonstrations militaires. Nombre d'entre eux pensaient que les humains finiraient par reprendre les négociations simplement pour conserver l'accès au marché galactique. Dans ses appartements privés, la conseillère Ziva apprit que sa proposition de nouvelles discussions avec l'humanité avait reçu le soutien de la majorité. Le message serait immédiatement transmis à la Terre. C'est un moment historique, commenta son assistante. Le Conseil n'a jamais admis d'erreur auparavant. Ziva regarda pensivement les étoiles visibles à travers sa fenêtre. Les humains nous ont enseigné une leçon importante. La véritable force ne réside pas dans les armes ou le contrôle économique. C'est une question de sagesse, de savoir quand combattre et quand écouter. Sur Terre, la présidente Wright et ses conseillers ont examiné le message du Conseil. Après des mois de tension et de planification minutieuse, le vent avait tourné. Ils sont enfin prêts à parler d'égal à égal, dit-elle en posant le bloc-notes. La question est, sommes-nous prêts à écouter ? Frank Miller, qui avait été réintégré dans ses fonctions d'ambassadeur, sourit légèrement. Nous l'avons toujours été, Madame la Présidente. C'était le but depuis le début. 1 an s'était écoulé depuis que l'humanité avait abandonné les pourparlers de paix. La salle du Conseil galactique avait changé. Les grands symboles de l'autorité du Conseil avaient été remplacés par une table ronde où les représentants siégeaient d'égal à égal. De nombreux visages familiers avaient disparu, dont le grand chancelier Tsivar, démissionné en disgrâce. Les membres du Conseil attendaient avec nervosité. Aujourd'hui, l'humanité enverrait un représentant pour s'adresser à eux pour la première fois depuis le retrait. Lorsque les portes s'ouvrirent, beaucoup s'attendaient à voir l'ambassadeur Frank Miller, ou peut-être la présidente Wright elle-même.
Mais ce fut un homme aux cheveux gris et au regard bienveillant qui entra. Il portait des vêtements simples, sans décoration militaire ni symbole diplomatique. « Je suis le Dr. William Foster », se présenta-t-il. « Je suis historien, pas diplomate, ni soldat. » Ce choix inattendu déconcerta les membres du conseil. Le conseiller Ziva, désormais élevé à un poste important, s'avança. « Nous vous souhaitons la bienvenue, Dr. Foster. Nous nous attendions au retour de l'ambassadeur Miller. » William sourit doucement. « L'ambassadeur Miller nous rejoindra plus tard. Mais d'abord, mon gouvernement a jugé important que vous nous compreniez mieux. C'est pourquoi il a envoyé un historien. » Pendant l'heure qui a suivi, William a parlé de l'histoire de l'humanité. Il a parlé de guerre et de paix, d'erreurs et de progrès. Il a expliqué comment les humains ont failli s'autodétruire à plusieurs reprises avant d'apprendre à travailler ensemble. « L'humanité ne cherche pas à dominer la galaxie, a-t-il dit. Nous connaissons trop bien les dangers du pouvoir. Il fallait que le Conseil comprenne que nous voulions être des partenaires et non des sujets ou des maîtres. » Puis William révéla une chose qui stupéfia le Conseil et le réduisit au silence. Il montra les preuves de 3 menaces distinctes d'extinction qui s'étaient approchées de l'espace du Conseil pendant les 3 années de pourparlers de paix. À chaque fois, vaisseaux humains et scientifiques avaient détecté et neutralisé ces menaces sans que le Conseil n'en ait jamais eu connaissance. Il s'agit d'un enregistrement d'une explosion gamma qui se dirigeait vers l'espace Veldari il y a 9 mois, expliqua William, montrant une vidéo de vaisseaux humains déployant un immense bouclier énergétique. Notre technologie de phase nous a permis de la dévier. Sans intervention, il aurait stérilisé 3 de vos colonies. Des enregistrements similaires montraient des humains stoppant un planétoïde rebelle en route vers une planète minière xéraxienne et contenant une dangereuse contamination biologique avant qu'il n'atteigne un important carrefour commercial. « Pourquoi ?» demanda un conseiller xoraxien d'une voix à peine murmurée. « Pourquoi nous protéger alors que nous complotions contre vous ? Parce que c'est ce que font les bons voisins, répondit simplement William. Vous ne nous connaissiez pas, alors vous nous craigniez. Nous l'avions compris. » La salle du conseil était silencieuse. Pour la première fois peut-être de sa longue histoire, le puissant Conseil galactique se sentit humble. La conseillère Ziva prit enfin la parole. « Dr. Foster, veuillez dire à votre peuple que nous regrettons profondément nos actes. Nous avons sous-estimé l'humanité, à notre grande honte. » William acquiesça. « Ce message sera bien reçu. Et maintenant, si vous êtes prêts, l'ambassadeur Miller aimerait se joindre à nous pour discuter d'un nouveau départ. » Les portes s'ouvrirent à nouveau et Frank Miller entra. Il paraissait plus âgé, mais se tenait droit, son regard scrutant la salle et notant tous les changements. Il portait une seule tablette de données. « Conseiller, dit-il, il y a 1 an, j'ai quitté cette salle parce que les conditions offertes à l'humanité n'étaient pas celles d'un égaux. Aujourd'hui, je reviens avec une proposition différente. Une alliance d'égal à égal. » Frank a exposé les grandes lignes d'un nouveau traité. Il garantissait la souveraineté de tous ses membres, y compris les humains. Il instaurait un commerce équitable, une défense partagée et un respect mutuel. Plus important encore, il reconnaissait que chaque espèce pouvait avoir des atouts différents. « Ce n'est pas une victoire humaine, » a expliqué Frank. « C'est une opportunité galactique. Ensemble, nous pouvons accomplir bien plus que ce que nous aurions pu accomplir par la domination et la soumission. » Alors que les membres du Conseil examinaient à forte la proposition, beaucoup acquiescèrent. Après une année de manifestations et de révélations, ils commençaient enfin à comprendre l'humanité. Le remplaçant du chancelier Xivar, un jeune xéraxien nommé Relator, se leva de son siège. Il s'approcha de Frank et fit un geste d'excuse solennelle, chose qu'aucun xéraxien n'avait jamais faite à une espèce inférieure auparavant. « Au nom du Conseil, je présente officiellement mes excuses pour notre arrogance, » dit Relator, sa voix résonnant dans toute la salle.
Nous n'avons pas su reconnaître nos égaux devant nous. Frank accepta le geste avec dignité. Le passé est derrière nous. Frank accepta le geste avec dignité. Le passé est derrière nous. Regardons vers un avenir meilleur. En signant le nouveau traité, Frank sourit. Il repensa au long chemin parcouru pour en arriver là, au risque qu'ils avaient pris en s'éloignant. La paix était toujours possible, dit-il doucement. Il fallait juste que ce soit juste.